Bonjour, on va reprendre. Alors, nous n'étions pas là ce matin, mais apparemment c'était formidable. Donc, on espère qu'on ne va pas être complètement à côté de la plaque, je ne crois pas. Et en même temps, il va y avoir, voilà, il faut nous créditer que nous n'étions pas là ce matin, donc j'espère qu'on ne va pas répéter des choses. Je ne pense pas. Mais... donc moi je m'appelle Émilie Herman et j'ai la charge d'être la discutante de cette session et de l'introduire aussi. Je vais vous expliquer peut-être pourquoi. Léo Koutelek m'a confié cette mission cet après-midi. Surtout que je ne connais absolument rien au Living Lab, donc ce dont il sera question cet après-midi. Donc au départ je m'interrogeais, puis en fait, en travaillant, en préparant, j'ai compris qu'il avait... en tout cas que pour moi, c'était absolument une chance formidable d'être là cet après-midi. Pour vous, je ne sais pas, mais moi, je suis ravie d'être là parce que je vais apprendre beaucoup. Donc moi-même, je m'occupe j'ai créé une association d'usagers qui s'appelle Ding Dang Dong, et dont le sous-titre est Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, c'est une maladie rare dont peut-être vous avez entendu parler si vous regardez le Dr House. Hein, vous n'allez pas avouer ça tout haut aujourd'hui dans un truc aussi sérieux. Mais sinon, on n'en entend pas parler beaucoup. Mais c'est un site finalement d'exploration intéressant par rapport à ce qui nous préoccupera cet après-midi. Parce que c'est une pathologie qui cumule un peu de tout. Des altérations cognitives et motrices, un peu tout en même temps, avec une progression très déroutante d'une personne à l'autre. Et dans les pathologies, les altérations cognitives, il y a un ralentissement de la pensée, et puis aussi vraiment une altération de la pensée progressivement, avec une pensée qui ne fonctionne plus comme avant. Et dans les altérations motrices, il y a quelque chose qui est très particulier, qui s'appelle la choré. C'est le même mot que chorégraphie pour danse. Et c'est en effet comme une espèce de danse incontrôlée, incontrôlable, qui prend tout au parti du corps, qui peut parfois ne pas s'exprimer de manière très virulente, et puis pour d'autres personnes être très spectaculaire. Donc là aussi, ça dépend. Alors c'est une maladie dans le cadre des maladies neuroévolutives. Maintenant, on ne dit plus neurodégénérative grâce à Emmanuel Hirsch, que je salue pour cela, parce que c'est déjà, rien que pour ça, un de nos héros. Et qui, en tant que tel, ce genre de maladie est très récalcitrante à ce qu'on appelle le savoir expérientiel, c'est-à-dire comment les personnes vivent ces maladies, qu'est-ce qu'elles ressentent, comment elles traversent ça. C'est un champ très énigmatique. On ne peut pas juste poser la question aux gens en disant qu'est-ce que vous ressentez. C'est plus compliqué que ça. Par ça, je veux dire aussi qu'il est très compliqué par chez nous, quand je dis chez nous, c'est les Huntingtoniens, de considérer ces personnes comme des usagers avec lesquels il est possible de créer du savoir. Les médecins, les proches, la société civile, nous tous, sommes profondément déroutés par leur métamorphose. On appelle ça comme ça à Ding Dang Dong, cette progression de la maladie, c'est vraiment une métamorphose. Les maladies neuroévolutives avec altération cognitive comme la nôtre, mais aussi Alzheimer, Parkinson et tant d'autres, nous mettent au défi de se rendre capables, au présent déjà, d'entrer correctement en relation avec ses habitants, parce qu'on aime bien voir les maladies comme des mondes à Ding Dang Dong, des univers. Moi, je crois qu'on ne peut co-construire du futur que si on a appris à co-construire un présent habitable, honorable. Or, le présent d'une maladie comme Huntington est peuplé d'énigmes, avec des dimensions quasi paranormales. J'ose vraiment ce mot, je pense qu'il est assez pertinent. Le ralentissement d'une pensée qui devient myope, j'en parlais, quasi zen en fait. Mais aussi des fulgurances, la pensée prenant alors des allures d'éclair, tandis que l'expression orale est considérablement empêchée. Puis viennent les bourrasques, les insistances qui s'affolent, que les BP, autrement dit les bien portants, appellent des fixations. C'est très difficile de suivre des Huntingtoniens, il faut des traducteurs comme à l'ONU. Peu à peu, à Ding Dang Dong, nous avons été conduits à penser le présent comme une dimension davantage géographique que temporelle, tel un écosystème en fait. Le présent ralentit,
augmentée, étalée, plus ou moins bien connectée, traversée de densités hétérogènes. Donc avant de se préoccuper du futur, je le dis un peu pour stimuler le débat, mais je pense que c'est vraiment important, il faut travailler à élargir la notion de présence. Notons que ces qualités de présence se retrouvent à plus ou moins basse intensité chez tout un chacun, chez chacun d'entre nous. Pas forcément, il ne faut pas forcément avoir été ou être dans des maladies neuro bizarres pour ressentir ces choses-là. Moi, j'ai animé un atelier d'écriture l'année dernière avec des personnes qui venaient du tout venant. Et je leur ai proposé de considérer leurs bobos, quels qu'ils soient, comme des transports et de travailler à ces questions comme si c'était des récits de voyage. Et ils m'ont parlé vraiment aussi de choses très, très intéressantes sur cette qualité de présence. Alors, pour ce qui nous préoccupe ici, Huntington est aussi un site intéressant parce qu'elle a la particularité, cette maladie, de pouvoir se prédire à l'avance. Parce qu'il y a en fait le gène responsable, enfin la mutation génétique responsable de cette maladie a été isolée il y a à peu près 20 ans, et a été bien identifiée, et maintenant on peut même faire un test génétique quand on est à risque, c'est-à-dire quand on a un de ses parents malades, pour savoir si oui ou non on va développer ou pas la maladie, sachant qu'on a une probabilité sur 2. Donc vous voyez, une transmission très très puissante d'un parent à ses enfants. Donc c'est vraiment la maladie de l'anticipation par excellence. Le fait même que ce test existe fait jaillir de l'anticipation. Et c'est intéressant de regarder ce que ça fait comme effet chez les gens concernés. Mais en fait, ça provoque, d'après ce que nous on a observé à Ding Dang Dong, on regarde tout ça avec grande attention, pour l'instant, que de la frayeur. Ça terrorise tout le monde, et c'est intéressant de dire que ça terrorise autant les médecins que les usagers, vraiment. Qui ne savent absolument pas quoi faire de ça, et c'est bien normal, parce que c'est un truc très moderne, nouveau, on ne sait pas bien encore faire avec ça. Donc, les médecins n'ayant pas le pouvoir de guérir cette maladie qui est incurable, se retrouvent avec ce sentiment d'impuissance, cette frayeur contagieuse, parce que nous, les usagers, on est très sensibles, on ressent très fort ce que les médecins, les émotions et les énergies des médecins et ce dans quoi ils sont. Donc s'ils sont effrayés, on est effrayés aussi, et vice-versa, sans doute. Et donc on est tous occupés par une version unique qui est cauchemardesque de cette maladie, parce que j'ai oublié de vous dire que sur Internet circulent, et pas seulement sur Internet, mais dans les congrès internationaux, des paroles qui disent que la maladie serait la pire des maladies, que Huntington serait la pire des maladies neurodégénératives. Voilà, c'est pour vous dire le genre de contenu qui circule sur cette histoire. Et moi aussi, avant, j'étais prise par cette histoire sur l'anticipation. Ça ne faisait que générer des crises d'angoisse chez moi ou chez mes proches, jusqu'au jour où j'ai rencontré Paula. Donc j'aimerais vous parler juste 5 minutes de Paula, qui est une jeune femme qu'on a rencontrée dans le cadre de nos terrains. En l'occurrence, là, c'était en Hollande. Et on était allé visiter un institut, un établissement qui, contrairement à ce qui se passe en France, accueille strictement des Huntington pour ces longs séjours. Et donc, il y avait une quarantaine d'habitants huntingtoniens, ce qui est très rare, quoi. Pour moi, c'était vraiment la Mecque de Huntington. Donc, je suis allée là-bas passer quelques temps. Et j'ai rencontré Paula, qui a 30 ans, était déjà dans un stade bien avancé de la maladie, circulant néanmoins en fauteuil roulant électrique, parce qu'ils sont très forts pour tous ces appareillages là-bas. Et elle m'a dit, Paula, tu verras, il y a un moment épouvantable dans cette maladie, un moment où c'est vrai, c'est à se tuer. Elle a dit d'ailleurs pas se tuer, elle a dit s'euthanasier. Mais quand tu passes ce moment et que tu traverses ce moment et que tu vas de l'autre côté, ça va plutôt bien, ça va même carrément mieux. Et elle me dit ça en souriant, en étant en même temps choréique, en fumant ses cigarettes, en allant chercher son verre d'apéro parce qu'elle a une bonne descente, etc. Avec toutes les apparences, en effet, d'être quelqu'un d'heureux. Donc, nous, on s'est dit, on va la prendre au sérieux à partir de là. On en a parlé avec des médecins ici en disant, qu'est-ce que vous pensez d'une parole comme ça? Et ils nous ont dit, mais oui, c'est vrai, on constate ça, ce truc-là, qu'au bout d'un moment, les Huntington se sentent bien, comme si
ils avaient trouvé des nouveaux repères et que ils s'installaient dans leur nouvelle vie et que ça se passait bien. Mais nous, on n'ose pas en parler parce que c'est complètement tabou, ça. Parce qu'au regard de là où on en est aujourd'hui, de se dire qu'on va se sentir mieux alors qu'on a toutes les apparences d'être très, très, très handicapés, on n'arrive pas à le dire. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Mais ce que ça nous a inspiré, cette parole, c'est la nécessité, en fait, de créer des cocoon care. Cocoon du mot cocon, care du mot soin. Parce que finalement, ce dont parle Paula, c'est pour nous, ça relève d'un processus de métamorphose de type chenille vers papillon, finalement. Or, dans la nature, quand on se transforme à ce point-là, on est protégé par les bandelettes pudiques et protectrices d'un cocon, d'une chrysalide. D'ailleurs, si on déchire une chrysalide dans la nature, on voit qu'il y a c'est de la poussière à l'intérieur, c'est du non-être. Parce que la métamorphose passe par un moment de non-être, enfin de bordel absolu. Or, dans des situations comme Huntington, mais comme bien d'autres maladies, on est obligé de subir cette métamorphose sans cocon. Et ça, c'est sans doute le scandale le plus grand. Ce n'est pas l'incurabilité, c'est ce problème-là, le problème peut-être principal de ce que posent ces maladies. Et l'enjeu, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il nous met au défi de penser, quoi, et de travailler. Or, je pense que les Living Labs sont des instances qui sont, en tout cas, qui œuvrent à la mise en place de tels cocoon care, respectivement aux pathologies dont ils s'occupent. Et c'est pour ça que je disais au début, je suis très heureuse d'être là parce que je vais être votre élève cet après-midi. Mais aussi, je vais aussi sanctionner le temps car je dois vous chronométrer. Donc je crois que la première personne à parler cet après-midi, c'est Antoine Vial. C'est vous. Alors, je vais vous inviter à en effet rejoindre votre... Je vais vous introduire quand même. Antoine Vial est un médecin, je dirais, militant, qui a travaillé 10 ans à Médecins sans frontières et qui a participé à l'élaboration de la loi 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Grand acteur de l'information médicale, il a animé et produit l'émission médicale sur France Culture pendant 20 ans, a beaucoup écrit sur le sujet de l'information médicale, siégeant notamment à la commission qualité et diffusion de l'information médicale à la Haute Autorité de Santé. Il est aujourd'hui expert en santé publique et consultant. Il est le monsieur santé publique du Conseil général de l'économie au ministère des Finances. Il est en France le précurseur, on peut dire, je pense, des Living Labs dans le champ de la santé et de l'autonomie, y voyant l'opportunité, selon ses mots, de passer du discours à la réalité en matière d'accompagnement à l'autonomie des personnes avec handicap. Il a co-créé, voilà 3 ans, avec Robert Picard, le forum des Living Labs en santé et autonomie, qui est un observatoire autant qu'une pépinière, c'est comme ça que je le dirais moi. Mais il va nous en parler justement. Je laisse la parole.